Assalamu alaikum. C'est le chef de l'ambassade du Sénégal. Monsieur le président du regroupement, monsieur le président du conseil d'administration, chers doyens, chers amis journalistes, je vois ici beaucoup de Mbaye, de Sambel, de Sahel. Chers amis Anne-Rose, chers concitoyens, je suis particulièrement heureux. Et il ne s'agit pas là de figure de style, de me retrouver ici, parmi vous. Dans cette salle, il y a énormément de visages qui me sont familiers. À Thiès, au niveau des différents établissements scolaires et universitaires que j'ai eu à fréquenter, au Sénégal comme hors du Sénégal, de telle sorte que ici, je ne suis pas dépaysé. Je retrouve d'ailleurs, comme dans d'autres pays, la même communauté sénégalaise, toujours soudée, toujours joyeuse, toujours organisée, et qui m'offre aujourd'hui l'occasion d'échanger avec vous sur notre expérience à Thiès. C'est vrai, cher Binta, j'avais souhaité démarrer par la présentation parce que les faits parlent mieux. Mais nous allons échanger donc sur le thème en tant que tel. J'ai dit que j'avais choisi au début de faire la présentation d'abord pour parler moins au début et privilégier l'échange, puisque nous parlons d'une matière qui concerne l'ensemble des citoyens, pas seulement des citoyens sénégalais, des citoyens du monde. Nous parlons de gouvernance. Vous savez, aux États-Unis, en fait, en Grande-Bretagne, leur constitution n'est pas écrite. Je dis souvent qu'au Sénégal, on aurait pu se contenter d'un seul article de notre constitution. Il s'agit de l'article 3. La souveraineté appartient au peuple, qu'il exerce par l'intermédiaire de ses représentants ou par voie référendaire. L'article ajoute: aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de cette souveraineté. Cet article 3 aurait pu nous suffire comme constitution. D'abord pour délimiter l'espace de la souveraineté, préciser celui qui en est le détenteur et limiter les élus à la posture de serviteur. Ma conviction profonde est que il nous faut clairement arriver à faire des élus des serviteurs. Ça changerait les rapports avec la chose publique, les rapports avec le mandat qui leur est confié, l'obligation d'aller vers la reddition des comptes, et partant, nous aurions donc la possibilité de diminuer autant que faire se peut les sources de friction qui peuvent déboucher sur des conflits, qui peuvent déboucher sur la violence, et ainsi menacer notre commun vouloir de vie commune. Nous parlions de vivre ensemble. C'est le prétexte qui nous a permis de venir à Montréal dans le cadre donc de ce sommet. Il nous faut donc revenir à l'élémentaire, sur les principes essentiels qui fondent notre démocratie et qui permettent à certains d'entre nous de disposer d'un mandat pour exercer une mission
à eux confiés par un peuple à travers des élections. Vous savez, vous interrogez nos concitoyens sur ce que signifie un mandat. Ils vous parleront plus de la durée du mandat que de la signification réelle du mandat. Les gens vous parleront, que vous interrogez les gens, que vous inspire le débat sur le mandat. Les gens vous diront, mandat de 5 ans, mandat de 7 ans, est-ce que le président de la République doit diminuer son mandat ou pas? Comment il peut le faire, etc. Il ne s'agit pas de cela. Le mandat vient du latin mandatum, mandare. C'est une commission, c'est une charge. Vous ne pouvez pas accepter de disposer du véhicule d'Amara qui vous charge, disons, de délivrer une commission. Vous prenez le véhicule et vous allez faire vos propres courses. Ce n'est pas acceptable. Donnez aussi nous donne le teign, vous allez le teign utiliser le foulard. C'est ça le problème de fond. Donc tous les problèmes que nous avons en matière de gouvernance viennent d'un malentendu par rapport à la question du mandat. En 2006, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire au Sénégal. C'est la prorogation du mandat des députés. Quelques mois auparavant, au mois de septembre 2005, j'avais pris l'initiative d'aller rencontrer le président de la République du Sénégal de l'époque. Malgré les divergences, malgré tout ce qui s'était passé. À l'époque, il se posait beaucoup de questions par rapport à mon initiative de le rencontrer. Et j'ai dû lui dire, je ne suis pas venu parler de l'agression. Elle relève du tribunal. Ça c'était à l'époque, parce qu'après j'ai pardonné. Je ne suis pas venu parler de votre bilan. Il relève du peuple. Je suis venu vous dire qu'il nous faut éviter la situation ivoirienne. Il nous faut éviter de poser des actes dangereux et irréversibles. J'allais dire irréversiblement dangereux. Du point de vue de la construction et de la consolidation de la démocratie. Il s'est interrogé sur donc, les raisons profondes de ma visite et j'ai dû lui dire, vous venez de prendre l'initiative de proroger le mandat des députés, prétextant les inondations au niveau de la banlieue de Dakar. J'ai dit, nous sommes tous sensibles face au désarroi que vivent les populations de Pikine, de Guédiawaye et d'autres zones du Sénégal inondées. Mais à un vrai problème, nous sommes en train d'apporter une fausse solution qui va nous créer beaucoup plus de problèmes. Il dit, vous, en tant que président de la République, votre seule prérogative, c'est de diminuer les mandats, pas de les proroger. Vous pouvez diminuer votre mandat puisque vous pouvez démissionner. C'est prévu par la Constitution. Vous pouvez diminuer le mandat des députés, puisqu'après 2 ans de législature, vous pouvez dissoudre l'Assemblée nationale. Vous pouvez, sous certaines conditions, révoquer des conseillers locaux, dissoudre des collectivités locales. Donc, vous pouvez diminuer les mandats, mais vous ne pouvez pas les proroger. Et l'Assemblée nationale ne peut pas proroger son propre mandat. Il dit, vous faites erreur. Ça s'est passé en France en 1918 et en 1940. Je dis, monsieur le président, en 1918, c'était la Première Guerre mondiale.
En 1940, c'était la Deuxième Guerre mondiale. Donc, impossibilité matérielle d'organiser des élections. Nous ne sommes pas dans cette situation. Tout le monde dit que tous les clignotants sont au vert, que tout va bien. Rien ne justifie que des députés puissent proroger leur propre mandat. C'est comme quelqu'un qui a un contrat à durée déterminée, qui à la fin de son contrat décide de proroger son contrat. C'est inimaginable. Le mandat des députés, comme tout mandat, est exclusivement décerné par le suffrage du peuple. Aucune élection n'ayant eu lieu, le peuple n'a pas pu décerner un quelconque mandat aux députés. Maintenant, qui peut le plus, peut le moins. Il dit, si le peuple peut donner un mandat de 5 ans, il peut donner un mandat de 8 ans, 8 mois. Allons vers un référendum. C'est vous dire donc que ma conception est qu'il nous faut toujours retourner à la souveraineté du peuple. À l'époque, mon problème n'était pas que le oui ou le non passe. Mon problème, c'est qu'il fallait réhabiliter la souveraineté du peuple. Donc vous voyez que ce que je vous ai dit au début, par rapport à l'article 3 de la Constitution du Sénégal, est une préoccupation chez moi depuis très longtemps. Nous sommes des serviteurs du peuple sénégalais. C'est avec cet état d'esprit que nous allons à des élections. C'est avec cet état d'esprit que j'ai été à l'Assemblée nationale en 2001, au moment où vraiment Thierno Gueye qui est ici présent fait partie de ceux qui ont le plus contribué à me propulser à l'Assemblée nationale. Et une fois à l'Assemblée nationale, nous avions constaté qu'il y avait une majorité mécanique qui faisait de l'Assemblée nationale ce que vous connaissez, c'est la fameuse formule de chambre d'enregistrement. Mais n'oubliez pas, je vous ai dit qu'au niveau de l'article, on dit aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté. Il s'agissait de voter un budget. En session budgétaire, quand un député ne peut pas prendre la parole pour simplement poser des questions au ministre des Finances sur le budget qu'il est venu présenter, sous le prétexte d'une tradition républicaine qui voulait faire voter les budgets des pouvoirs publics sans débat, il y a là un problème. Alors ce combat-là, c'est un combat pour redonner donc, reconnaître au peuple sa souveraineté. C'est un combat pour limiter les élus dans le cadre strict du serviteur. C'est un combat pour la transparence. C'est un combat pour le respect du bien public. C'est un combat pour que les uns et les autres sachent raison garder. Hier, au cours d'une rencontre avec des responsables de la mairie de Montréal, notre ami Anne-Rose me disait qu'il fallait traduire quelque chose en français simple. Simplifié, hein, vous aviez dit. Parce que je disais que nous, notre conception de la politique, pour nous la politique ne rime pas avec asservir les citoyens et assouvir des ambitions inextinguibles d'honneur. Ambitions montrées par des mandarins qui caracolent au son aigu des gyrophares qui leur ouvrent les entrailles du peuple. Et il faut dire ça en français ici. Alors, oui, les gens aiment les gyrophares, ils aiment les convois, rutilants. Mais ils devraient savoir que ces gyrophares, effectivement, avec leur son aigu, leur ouvrent les entrailles du peuple. C'est ce peuple qui a des problèmes, qui a des difficultés. Si le peuple avait la possibilité de se réunir chaque matin pour régler ces problèmes, nous n'aurions pas été élus. Mais des millions de personnes ne peuvent pas se retrouver tous les jours pour s'occuper de santé, s'occuper d'agriculture, s'occuper de transport, etc. C'est ce qui justifie justement l'existence de la démocratie représentative. C'est pourquoi le peuple choisit des représentants. Mais il ne perd pas le pouvoir pour autant. Il y a un certain nombre de libertés
et un certain nombre de droits qui ont pour ambition, objectif d'aider le peuple à conserver sa souveraineté. Mais tout part de l'information. Si le citoyen n'a pas l'information sur la façon dont le mandat qu'il a décerné est exécuté, il ne peut pas véritablement exercer les libertés qui lui sont reconnues et qui sont les seules à pouvoir lui permettre de garder le pouvoir en tant que peuple, en tant que citoyen électeur. C'est d'abord la liberté d'opinion. Les citoyens doivent avoir la liberté d'opinion. C'est ensuite la liberté d'expression pour exprimer cette expression, cette opinion. C'est ensuite la liberté d'association, puisque des citoyens qui ont des opinions parfois différentes, parfois divergentes, peuvent quand même se retrouver dans le cadre d'une association pour échanger et fonctionner autour de ces opinions. C'est ensuite la liberté de réunion autour de ces opinions et des conséquences de ces opinions. C'est ensuite la liberté de manifestation. Donc, toutes ces libertés, ils sont en fait des droits, permettent aux citoyens de garder le lien avec la souveraineté qu'il a confiée temporairement à un élu ou à des élus. Je pense qu'il est important de clarifier ce contexte pour que les uns et les autres puissent comprendre ce qui se passe exactement. Que fait le président de la République? Que fait le député? Que fait le maire? Que fait le conseiller municipal, le président du conseil départemental ou le conseiller départemental qui est élu? Je pense qu'il nous faut répandre justement cette culture pour que c'est une culture démocratique. Il nous faut répandre cette culture. Il n'y a pas de moitié de démocratie. Il parle souvent de démocratie avancée ou démocratie. Il n'y en a pas. Il y a démocratie ou il n'y en a pas. Il y a des façons de faire. Vous auriez dit ici, ça goûte pas là. On n'accepte pas ça. Je pense qu'il est important de respecter les citoyens qui donnent une partie de leur souveraineté à travers donc, des élections. Et c'est d'abord ce qui nous a conduit à avoir la démarche que nous avons eue une fois élu maire de Thiès. Pour vous dire, j'ai à l'occasion donc de la première réunion du conseil municipal qui m'a élu, mes premiers mots ont été: je pense à ceux qui m'ont précédé et à ceux qui me suivront. Puisque la question de la redevabilité est une question majeure, fondamentale. Je leur ai dit que cette écharpe, le Saint-Lérin, pas une médaille, ce n'est pas un drapeau, ce n'est pas un symbole de pouvoir. Ça fait de moi juste un serviteur à la manière du Baïfal ou du Sourga. Dans tous les actes que j'aurai à poser, dans le secret de mon bureau ou à travers les rues de Thiès, je devrais toujours garder en tête que le citoyen qui est en face de moi est mon patron. C'est pourquoi chaque fois que, à l'occasion d'une cérémonie publique, quand on dit « ñu jox kàddu gi borom dëkk bi », je rectifie sur le champ.
parce que je sais que je ne suis pas borom de Thiès ne m'appartient pas.